simplement congolais. Tête à tête ce mardi entre le chef de l'État Joseph Kabila et l'envoyé spécial américain sur les RDC, le Grand Lac Barry Welkley. Au menu de l'entretien, la situation sécuritaire dans l'Est et les soutiens militaires du Rwanda au M23. Les détails dans ce journal. 14 ans de prison ferme, c'est la peine retenue contre Thomas Lubanga. La Cour pénale internationale a rendu le verdict du procès contre l'ex-chef de milice reconnu coupable de crimes de guerre. Dans ce journal, nous serons avec Paul Madidi, porte-parole de la CPI en RDC, pour en parler. Pas d'autre motif qui celui de non-respect de la Constitution congolaise. Thierry Michel, le cinéaste belge, a été refoulé dimanche du sol congolais pour manque de visa. Dans ce journal, vous suivrez le propos de Jacques Ikwa, directeur général de la police des frontières de la direction générale de migration. C'est le rendez-vous de l'actualité sur votre chaîne. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous pour vous informer. D'abord, cette nouvelle, la situation sécuritaire dans l'Est et le soutien militaire du Rwanda au M23 étaient au centre ce mardi de la rencontre entre le chef de l'État Joseph Kabila et l'envoyé spécial américain de la RDC et le Grand Lac Barry Welkley. J'ai expliqué clairement la position du gouvernement américain et j'ai appelé le Rwanda à cesser tout soutien au M23. Il s'agit là des propos de l'ambassadeur Barry Welkley, conseiller spécial au département d'État américain pour le Grand Lac et la RDC, au sortir de l'entretien qu'il a eu ce lundi 9 juillet avec le président de la République Joseph Kabila Kabange. Avant d'arriver à Kinshasa, l'émissaire du département d'État américain venait de séjourner au Rwanda. Avec le chef de l'État, le conseiller spécial au département d'État américain a passé en revue la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu. Il a exprimé toutes les préoccupations des États-Unis d'Amérique face aux événements dans les Kivu. Le président m'a donné l'honneur d'un entretien ici. Nous avons bien discuté les problèmes associés avec les Kivu, les problèmes actuellement. Nous avons fait un tour d'horizon concernant tous les aspects de ces problèmes-là. Je vais vous assurer que le gouvernement des États-Unis est préoccupé par les récents événements dans les Kivu et le M23. Avant d'arriver ici, j'ai passé plusieurs jours au Rwanda pour des discussions avec le gouvernement rwandais. C'était avant l'attaque de Bunagana. Je peux ajouter, clairement, j'ai expliqué la position américaine et appelé au Rwanda de cesser tout soutien à la M23. Toujours dans le même registre, la situation qui prévaut au Nord Kivu ne doit aucunement être exploitée sur une quelconque base ethnique. C'est ce que déclare le gouverneur de la province, Julien Paluku Kayongwa. Justement, nous sommes en ligne avec lui. Bonsoir, monsieur le gouverneur. Quel est l'état sécuritaire dans votre province actuellement? Oui, comme vous le savez, l'état sécuritaire est tel que depuis la semaine dernière, il y a eu des affrontements à Bunagana, ou à la suite des combats atroces qui ont duré une dizaine d'heures entre les militaires qui avaient reçu un appui des 4 bataillons et les FARDC. Les FARDC ayant jugé une force et une puissance supérieure à la leur, ont dû décrocher de cette cité de Bunagana, comme je l'ai dit, après une dizaine d'heures de combat. Elles se sont repliées vers les chefs du territoire de Rutshuru, qui les ont abandonnés sans combat pour essayer de se réorganiser, parce qu'il fallait mesurer la hauteur de la puissance de feu qui était opposée par l'ennemi pour savoir ce qu'allait être la riposte. Voilà pourquoi à ce stade, les ministres de la Défense, le chef d'état-major général de l'armée se sont retrouvés pour donner de nouvelles orientations par rapport à la riposte qui devra être opposée à ces militaires dans les localités qui étaient passées entre leurs mains, principalement la localité de Bunagana qui fait frontière avec l'Ouganda.
Deuxième question, monsieur le gouverneur, le FARDC sont-elles à mesure de rétablir la paix dans cette partie du pays? C'est la question que tout le monde se pose en tout cas. Les territoires congolais ne demandent pas que l'on apprécie la capacité des FARDC de devoir bouter dehors l'ennemi. C'est une obligation régalienne des forces armées de devoir s'assurer que l'intégrité du territoire est garantie. Il n'y a donc pas à apprécier si les FARDC pourront le faire. C'est une obligation de nos forces armées de devoir contrôler totalement les espaces qui lui sont reconnus dans le cadre des missions bien signées. Et donc, j'estime que à ce stade, on ne doit pas commencer à faire un jeu de mots par rapport à cette question. Le commandant suprême a donné des injonctions claires au FARDC par rapport aux localités qui étaient passées entre les mains des militaires. Et à l'heure qu'il est, la réorganisation est en train d'être faite. Ce n'est pas ici le lieu de révéler toutes les stratégies et toutes les tactiques qui sont en train d'être mises à chantier pour recouvrer l'intégrité totale du territoire. Merci, monsieur le gouverneur. Je rappelle que vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu. Merci à vous pour avoir répondu à nos questions. Voilà, ça y est, comme prévu, la sentence est tombée. Thomas Lubanga écope de 14 ans de prison ferme. La Cour pénale internationale a rendu le verdict du procès ce mardi dans la matinée. L'ex-chef de milice, fondateur de l'Union des patriotes congolais, UPC, avait été reconnu coupable le 14 mars d'avoir utilisé des enfants soldats lors de la guerre civile en Ituri entre 2002 et 2003, ce qui constitue un crime de guerre. Et justement pour en parler, nous sommes avec Paul Madidi, il est représentant de la CPI ici en RDC. Bienvenue monsieur Paul. Merci, merci. Alors, première question, 30 ans ont été requis par le procureur Louis Moreno, mais c'est juste 14 qui ont été infligés, n'est-ce pas ça, une clémence? Non, non, je crois qu'il ne faut pas voir les choses de cette manière-là. D'abord, il faut ici dire que les juges en arrêtant 14 ans à l'encontre de M. Thomas Lubanga, ont voulu passer un message que arrêter des enfants de moins de 15 ans, enrôler les enfants de moins de 15 ans, est un crime grave. Oui. Et cette condamnation doit être vue de cette façon. C'est un message clair vers des personnes qui seraient tentées encore d'enrôler des enfants de moins de 15 ans. Mais au-delà de cela, on est dans un procès. Vous avez le procureur, certes, qui a requis 30 ans, mais vous avez également de l'autre côté la défense qui a également apporté ces éléments de preuve. Les juges ont ce devoir là également de prendre en compte les droits de l'accusé et ils ont montré également leur indépendance vis-à-vis des juges. On ne le dit pas assez, on pense peut-être que le procureur est tout puissant, etc. Mais là, le procureur, enfin les juges ont montré leur indépendance en tenant compte, en prenant en compte les points de vue de tout le monde, les éléments de preuve de toutes les parties au procès. Et en dernier lieu, il ne faut pas non plus oublier que finalement, à l'encontre de Thomas Lubanga, il n'avait été retenu qu'une charge, c'est-à-dire l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans et leur conscription. Alors justement, cette sentence tombe à un moment particulier où la RDC vit une mutinerie dans l'Est par des rebelles et menée justement par des rebelles également visés par la CPI. N'est-ce pas ça un message fort lancé à l'endroit de ces fauteurs de troubles? Vous dites exactement ce que je venais de dire là tout à l'heure. Oui. Voilà un message à l'encontre, donc vers toutes ces personnes qui seraient tentées de recruter des enfants dans leur milice. Alors, dernière question, la peine, on la connaît, mais la question qui reste à savoir, où va-t-il la purger? On n'a pas encore pris un arrêté dans ce sens-là, c'est-à-dire on ne sait pas encore où M. Lubanga va purger sa peine. On parle notamment de 6 pays qui avaient qui sont portés candidats, notamment le Mali, la Serbie. C'est-à-dire c'est des pays qui ont conclu des accords avec la Cour pénale internationale. Mais dans cette affaire, tout n'est pas encore terminé parce que il faut vous habituer à cela. Peut-être le procureur qui est en train d'étudier la possibilité de faire appel contre cette décision, de voir comment, etc. Mais vous avez également
la défense qui peut également faire appel contre cette décision de revoir si on ne peut pas baisser la peine, enfin le nombre d'années, etc. Donc je crois que une fois que la question des appels est réglée, ben, on saura dans les jours qui viennent où M. Thomas Lubanga pourra purger sa peine. Voilà, merci M. Paul Madidi. Je rappelle que vous êtes représentant de la CPI ici en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi et surtout ces tête-à-tête François Hollande-Abdou Diouf lundi à Paris. Au centre des échanges figurait notamment le préparatif du 14e sommet de la francophonie prévu en octobre à Kinshasa. Et ces sommets dont les préparatifs évoluent normalement et sans embâche à 3 mois du grand rendez-vous. Grâce Michel Moutonkolé. Première rencontre officielle depuis la prise de fonction du président français, rencontre à laquelle a également participé la ministre déléguée chargée de la francophonie et représentante personnelle de François Hollande auprès des instances de l'OIF Yamina Benguigui. La situation au Mali et à Madagascar a été longuement évoquée au cours de cet entretien, mais également le 14e sommet de la francophonie qui se tiendra en octobre prochain à Kinshasa, dont les préparatifs poursuivent leur cours normal. À ce propos, une forte délégation de l'OIF conduite par Ousmane Paye, qui a séjourné pendant une semaine à Kinshasa pour des séances de travail, s'en est allé avec certitude que tout se passe bien dans l'organisation. Et la ministre française déléguée à la francophonie a confirmé que tout est en bonne voie pour que le chef de l'État français, François Hollande, participe à ces assises. La France et la RDC travaillent donc ensemble pour la réussite du sommet. Par ailleurs, François Hollande a réaffirmé le soutien de la France à la francophonie, dont elle est le premier contributeur. Il dit saluer l'action de l'OIF en faveur de la démocratie et des droits de l'homme, de la promotion de la langue française et de la diversité culturelle. Économie, c'est depuis 6 mois que la taxe sur la valeur ajoutée est entrée en effectivité en République démocratique du Congo. 6 mois après l'entrée en vigueur, l'heure est déjà à l'évaluation. Voilà l'essence des échanges ce mardi entre la Direction générale des impôts et la Fédération des entreprises du Congo. Ensemble, elles ont fait un état de lieu détaillé et chiffré de cette taxe qui présente à ce jour des avancées significatives dans la maximisation de recettes de l'État congolais. Besmanzata. Il fallait bien faire le point 6 mois après la mise en œuvre de la TVA, taxe sur la valeur ajoutée. Voilà qui justifie cet échange entre la DGI, Direction générale des impôts, et les opérateurs économiques congolais. On a donné les indications sur les chiffres des souscriptions de l'ordre de 33 milliards au titre du mois de janvier. Au titre du mois de juin, on est arrivé à peu près presque 48 milliards. Ça évolue. Nous n'avons pas encore atteint le seuil qu'on s'était fixé au départ, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de contribuables qui n'appliquent pas correctement. Et nous avons annoncé les missions qui sont déjà engagées d'ailleurs, mais que nous ne voudrions pas que ça soit interprété comme une tracasserie, parce que c'est le droit de l'administration de pouvoir veiller à ce qu'il y ait une application correcte de la TVA. La DGI et la Fédération des entreprises du Congo comptent dans le cadre de leur partenariat poursuivre la vulgarisation de la TVA, une manière pour eux de jouer à la transparence afin de barrer la route à certains opérateurs économiques qui s'illustrent par une application sélective de cet impôt. Il y a toujours des lacunes, parce que maintenant, avec les banques, c'est presque toutes les commissions, sur toutes les commissions qu'on paye la TVA. Même les opérations interbancaires, les prêts qu'on fait à la Banque centrale, les petites commissions qu'on avait avant, il y a la TVA. Or, vous ne pouvez pas demander à une banque, même quand c'est en compensation, chaque fois de vous faire une facture sur ce qu'on a payé. Sur décision du gouvernement, la suspension du prélèvement de la TVA sur le bien de première nécessité est prolongée. Elle durera encore 3 mois. La Direction générale de migration est aux aguets. Dimanche, le service de la police aux frontières a refoulé le cinéaste belge Thierry Michel pour dissiper toute interprétation sur ce dossier. Le directeur central de ce service a tenu à communiquer officiellement le motif de cette mesure. Selon Jacques Ikwa, le cinéaste belge avait enfreint la législation congolaise en sortant de la RDC sans visa. Suivez. L'ordonnance de 88/060, en son article 1er, dispose que dans les 5 premières années, le détenteur du visa d'établissement spécial bénéficie de la gratuité du visa sortie et retour pendant les 5
premières années. Monsieur Thierry Michel est arrivé à l'aéroport de Njili, comme je vous ai dit, sans visa de sortie-retour. En fait, ce visa a été annulé par lui-même à la date de sa sortie. Il est tombé caduc à la date de sortie. Et dans ces cas d'espèce, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on sort avec un VSR qui expire à l'extérieur, un visa sortie-retour qui expire à l'extérieur, ou l'on sort sans visa sortie-retour, on doit, pour revenir en République démocratique du Congo, se présenter à l'ambassade de notre pays qui se trouve dans votre pays de résidence. Et nous ne pouvons pas comprendre que quelqu'un que nous refoulons conformément à notre législation, que nous remettons au transporteur qui l'a amené et qui est rentré chez lui, déclare que nous l'avons refoulé pour des raisons autres que celles que je viens de vous décrire. La Direction générale de l'immigration n'est pas là pour faire l'arbitraire. La Direction générale de l'immigration exécute les lois et règlements de la République en matière d'immigration et d'émigration. Et dans les cas d'espèce, c'est en matière d'immigration que nous avons exécuté notre législation. Un appel de détresse d'une jeune Congolaise albinos atteinte d'une tumeur cutanée depuis 2006. Son cas demande des soins appropriés. Gloria Ilunga, c'est son nom, lance un appel aux personnes de bonne volonté de lui venir en aide. Cette jeune Congolaise de 24 ans souffre d'une tumeur cutanée qui lui empêche de vivre normalement et même de poursuivre ses études en sciences de l'information et de la communication. Sa famille n'a pas assez de moyens pour lui payer des soins appropriés avant peut-être son transfèrement à l'étranger. Gloria Ilunga lance un appel aux personnes de bonne volonté. La demande, c'est auprès du gouvernement et de tout celui qui peut m'aider. Je suis le maman Olive Lembe. J'ai vraiment besoin de ton assistance. J'ai vraiment besoin d'être soignée. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais réaliser, mais j'y arrive pas à cause de la maladie. Et votre maladie nécessite quel genre de médecin? Les dermatologues, chirurgiens. Les images qui suivent démontrent la souffrance de cette jeune femme aux âmes sensibles de s'abstenir. La tumeur s'est ouverte depuis les débuts, la fin de l'année 2010, mais je souffre de ça depuis 2006. Je sais pas de manière, la famille est vraiment limitée. Le cas de Gloria Ilunga, jeune albinos, demande une attention soutenue avant que le pire n'arrive. Un communiqué avant de refermer ce journal, la Direction générale des impôts invite instamment les contribuables dont le compte courant fiscaux accuse des soldes débutaires à prendre contact de lecture du présent communiqué avec le service de recouvrement des entités fiscales dont il relève pour proposer les modalités d'appurement au plus tard le mardi 31 juillet 2012 de ces soldes conformément aux dispositions de l'article 74 de la loi du 13 mars 2013 portant réforme des procédures fiscales telles que modifiées et complétées à ces jours. Les récalcitrants verront leurs soldes publiés dans la presse locale à partir du 1er août 2012, en même temps qu'une campagne spéciale des recouvrements forcés par toute voie des droits sera engagée à leur rencontre. Fait à Kinshasa le 9 juillet 2012, Dieudonné Logadi, directeur général de la Direction générale des impôts. Voilà ce qui met fin à ce journal. Et tout de suite, la revue de presse.